Va aussi bien se passer comme les autres communications de la matinée. J'ai l'honneur de modérer cette communication et je vous présente M. Tchakondo en sa qualité d'ancien ministre, d'ancien membre de la CENI. Il est aussi expert en gouvernance électorale, il est consultant formateur, il est président de PDG, il est spécialiste en questions électorales. Donc c'est une personne bien choisie qui va nous présenter la communication sur les différentes phases du cycle électoral. J'espère que vous êtes tous disponibles pour le suivre. Je laisse la parole à M. Tchakondo. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, permettez-moi que je présente mes civilités. Si je peux dire mes anciens amis, surtout mes chefs. Il y a le vice-président Oumaou, avec qui nous avons travaillé. Malgré son âge, avec beaucoup de respect à moi. Ça, c'est il faut le reconnaître. Il y a le ministre Kiao, qui est arrivé, qui était pratiquement non seulement un collaborateur direct, mais un frère et ami avec qui je partageais la vie tout le temps. Au niveau de la série. Les bonnes choses et les mauvaises choses, c'est-à-dire les mauvais rumeurs, l'ambiance, on vivait ensemble. Et mes salutations vont également aux jeunes qui nous ont remplacés, parce que dans la vie, il faut toujours remplacer quelqu'un. Merci de la confiance que vous avez placée à ma petite personne pour que je vienne partager ces petits moments de joie avec vous et surtout c'est qui les journalistes. Les journalistes constituent la partie prenante la plus importante selon moi. J'en parlais avec M. Kiala et M. Kiao tout le temps. Parce que vous véhiculez bonnes nouvelles. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, vous fabriquez de mauvaises nouvelles. Excusez-moi. Tout le long de ma communication, j'aurais envie d'attaquer le PMP. C'est pas attaquer, c'est taquiner. Est-ce que vous me comprenez? Mais je sais que la majorité des gens qui sont ici me connaissent déjà au niveau professionnel. Parce qu'on a beaucoup changé, on a beaucoup travaillé. D'accord? Et je salue les responsables de la CENI d'avoir organisé cette assise parce que ça permettra à chacun journalistes de mieux maîtriser les contours, les difficultés, les atouts et les blocages qui peuvent surgir au sein d'une organisation chargée de gérer un processus électoral. Parce que sans le savoir, on risque de faire des commentaires qui ne favorisent pas non seulement les membres de la CENI, mais qui ne favorisent pas l'État. Parce qu'une élection d'abord, c'est une affaire de l'État. J'espère que nous sommes d'accord. Et permettez que je dise que je ne suis pas d'accord avec ce que M. Kala vient de dire. Il a pu vous taquiner un peu. Quand j'ai entendu les rumeurs, les cris, je comprends qu'effectivement c'est des journalistes. Il a fait des blagues que vous avez mangées. Vous n'avez pas tardé de réagir en même temps. Ah, on ne va pas manger. Mais moi, je sais que mon papa me dit, quand tu vas dans une maison et que tu entends les gens parler, on fait du bruit. C'est que ou bien ils n'ont pas mangé, ou bien ils ont fini de manger.
Parce que s'ils avaient quelque chose dans la bouche, ils ne vont pas parler. Ou bien, vous confirmez ça? Donc, quand moi je suis rentré, j'ai dit, oh, c'est fini. Ceux qui étaient en train de manger ont dit oui. Mais ceux qui n'ont pas mangé, ils avaient l'air de dormir. Donc, vous m'excusez, dans de grands groupes comme ça, tout le monde ne va pas manger à la même hauteur, la même quantité. Souffrez qu'on vous a donné un peu là, que c'est ça. Je ne dis pas que quelqu'un puisse dire qu'il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Ah, je donne au sujet, quand c'est une femme qui parle que je ne vais pas manger, moi je comprends. On va mettre les graviers. Bien, le thème qui nous réunit ce soir, sur lequel nous allons partager, je ne dis pas que c'est une communication que je fais, je vais animer une séance de partage. Mais moi, je suis venu pour orienter le débat pour que nous puissions ensemble nous mettre au même hauteur de partage des informations par rapport au cycle électoral. C'est quoi le cycle électoral? Malheureusement, on n'a pas de vidéo propriétaire. Sinon, j'ai préparé quelques documents qu'on devait partager. Mais le cycle électoral, pourquoi on l'appelle cycle? Mais j'ai l'impression que nous, Togolais, on n'a pas encore compris pourquoi on parle de cycle électoral. Le cycle électoral suppose que c'est une succession d'activités électorales qui passent d'une étape à une autre. Et là, on parle de succession. Pourquoi je dis que nous avons l'impression qu'on ne partage pas? Très souvent, nous croyons qu'aussitôt après un processus électoral, il faut qu'on aille dormir. Et après, on nous réveille pour dire qu'on a lancé de nouveau cycle électoral. Et un cycle électoral, les opérations électorales se suivent l'une à l'autre jusqu'à terminer. Et aussitôt qu'on proclame les résultats, un autre commence. Ça ne se ferme pas. Ça ne se ferme pas. Vous allez le constater ici. Donc, nous avons eu ce problème parce que quand nous finissons la période pré-électorale, qui concerne un certain nombre d'activités, nous allons à la période électorale et après la période électorale, nous allons à la période post-électorale. La période post-électorale qui permettra de constituer ce que la stratégie, les réformes nécessaires pour aborder les processus électoraux suivants. C'est comme ça qu'on a découpé une période électorale. Donc la période électorale, la période préélectorale permet de préparer tout ce qui peut servir pour rendre une élection transparente, équitable. Ce que je peux ajouter, c'est quoi encore? Vous connaissez le mot là qu'on a eu. C'est vous qui nous parlez de transparence, équitable, libre, c'est ça non? Apaisé, démocratique. On ne soit pas pour dire que l'élection là n'est pas démocratique, que l'élection là n'est pas transparente. Pourquoi vous dites que ce n'est pas transparent? C'est parce que peut-être on a omis quelques étapes où on a fait certaines activités électorales dont vous n'avez pas été au courant ou vous ne maîtrisez pas. Parce que je comprends, des fois vous allez dire, les journalistes écrivent, vous nous dites, mais pas seulement, vous écrivez. On ne sait même pas ce que la série fait là-bas. Ces gens-là, ils sont en train de cuisiner encore quelque chose. C'est parce que quand il n'est pas au courant. Ou bien, sinon, ils font beaucoup de choses là-bas.
Je vous assure qu'il y a des moments où les gens ne dorment pas. Mais c'est vrai aussi que si les gens ne sont pas au courant, ils sont obligés de critiquer. Donc la transparence commence par les journalistes. Est-ce que vous avez l'information? Ils disent non. Alors là, c'est opaque. Même les gens qui viennent pour vous sonder, est-ce que vous êtes au courant que la série fait quelque chose? Vous direz, on ne sait pas. Oh, c'est fini. D'autres vont même pour dire qu'ils ont déjà préparé les résultats déposés. Il faut être là-bas pour savoir qu'on ne prépare pas les résultats pour déposer. Il a fallu, moi-même, je faisais partie de vous, les critiques. J'ai dit, je ne savais pas comment faire. Quand je suis venu là-bas, c'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, on veut partager avec vous qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les étapes nécessaires. Il y a beaucoup d'activités, je ne peux pas m'attarder là-dessus, comme on n'a pas le temps. La phase numéro 1 d'un processus électoral pour qu'il puisse être accepté par tous. Le président a passé un mot étrange, transparent, acceptable par tous. Mais je voudrais vous dire d'ordre déjà qu'il n'y a pas un processus électoral accepté par tous. C'est comme quand on fait un concours et il y a des échoués, on dit que c'est accepté par tous. Celui qui a échoué accepte. Quand tu échoues, tu n'acceptes pas. Tu dois trouver un temps, vous allez passer par. Et il y a des gens qui ont échoué, quand tu as réussi. Tu dis non, que oh, cette année, le bac, ça a été très bien. Les professeurs ont bien corrigé. Quand tu as échoué, qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Comment ça a été bon? Moi, c'est mon professeur de philo. Il en voulait depuis la rentrée. Et c'est lui qui a fait. C'est la même chose, même au niveau de la CNI. Tu verras que dehors là, il a été candidat, il a échoué. Il va dire, je savais qu'il devait échouer. Parce que le ministre, un jour, on s'est révélé quelque part là. Dès que je l'ai vu là-bas, je savais que je devais jouer. Mais si tu savais que tu règles, pourquoi tu as été candidat? Est-ce que vous voyez? Donc ça, j'appelle des accusations gratuites. Bien, première phase, évaluation et réforme. D'abord, dans la phase d'évaluation, c'est que quand on finit un processus électoral, on fait l'audit. L'actualisation des listes électorales, c'est là où nous appelons de révision des listes électorales, on parle de recensement. C'est ça qu'il faut actualiser les listes pour que la liste soit fiable. Et on a intégré quelque chose au Togo, mais qui est en train de gagner du terrain en Afrique. C'est ce que nous appelons, ce que l'OIM vient faire. Tu vois? C'est aussi. Mais c'est bon, c'est un petit peu à part de la Côte d'Ivoire, nous avons un enfant dans nos certifier le fichier. Il faut certifier le fichier. Celui qui certifie n'aime pas Togolais, il ne sait pas de quoi c'est utile, mais on dit que c'est lui qui est venu pour certifier. Ça pose problème. Et ça pose problème à cause de quoi? Déficit de confiance. C'est le vrai problème. Deuxième chose, nous pouvons parler de renforcement institutionnel et développement professionnel. On dit bon, il faut nécessairement que nous renforçons les institutions. On renforce les capacités des institutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. La CENI, très souvent, elle fait ça pour elle-même. On forme les membres de la CENI et de ses démembrements. Vous avez vu la fois passée, la HAC a formé ses membres pour faire face au processus électoral. À chaque élection, il y a des nouveautés à cause des réformes.
Parce que tu ne peux pas dire que j'ai fait depuis 2 ans et depuis 5 ans, je faisais les élections. On fait des réformes. Les réformes méritent d'être appropriées par tout acteur. Donc on fait le renforcement des capacités professionnelles, revisiter les archives et faire en sorte que nous enrichissons les contenus des documents qui sont à la disposition de la CENI par rapport aux nouvelles donnes en faisant des recherches. Les recherches, c'est que, je sais pas, le vice-président est là, nous envoyons des membres pour aller voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui s'est passé au Bénin. Mais des fois, quand on revient, on voit que notre loi, le cadre légal, est en avance sur certains pays. On ne peut pas prendre ça pour l'amener. Parce qu'on ne regrette pas qu'on avance. Deuxième phase, c'est le cadre juridique, comme je viens de dire. Le cadre juridique ne peut pas être figé. Et c'est ce que nos politiciens font dans le cadre, que vous appelez cadre de dialogue et de concertation. Voilà. Ça, c'est le cadre juridique. Ils essaient de voir ce qui avait marché et ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut changer? Sauf que ce que je redoute, selon moi, j'ai l'impression que ces discussions ne commencent pas tôt, ne prennent pas l'allure de quelque chose qui est pressé. Des fois, même la CENI est en train de travailler, on dit arrêtez d'abord. Nous sommes en train de discuter. Normalement, on ne refait pas la réforme à la dernière minute. On fait des réformes parce que les membres de la CENI ont besoin de s'approprier des orientations ou des décisions prises par le cadre national de concertation. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut former les citoyens, les électeurs, les autres parties prenantes. Mais si vous prenez ça à la dernière minute, ça pose problème. Et normalement, c'est de ça que vous devez vous occuper. En tant que journaliste, vous devez les interpeller. Allez vite, allez vite, allez vite. Mais par contre, on a constaté que vous n'allez pas sur ce terrain, vous allez faire les critiques individuelles des parties prenantes qui sont au cadre de concertation. Vous critiquez, on dit que c'est ça, que comment le parti au pouvoir a fait ça. C'est des intentions déjà pour commencer par frauder. On dit l'opposition, écoutez-vous. Mais, mes amis, une élection est transparente quand le jugement est impartial. Ce que vous, les journalistes, vous devez envoyer, vous devez envoyer à l'endroit de tous les acteurs, à l'endroit de toutes les parties prenantes, au dialogue. C'est pas si tu me fais comprendre. Mais si vous prenez déjà parti pris, ça pose problème. La phase 3, c'est la planification stratégique et mise en œuvre. Le calendrier électoral, la budgétisation, la mobilisation des ressources et financement, recrutement du personnel, achat de matériel et équipement, logistique et sécurité. Vous voyez, toutes ces étapes-là, ça préoccupe la CENI. La CENI se retrouve. D'abord, c'est de définir quel est le calendrier qui peut permettre d'avoir. Il faut élaborer le budget. Il faut en même temps faire en sorte que, bon, si on a le budget, c'est combien on doit mobiliser. Et l'État, dans le cadre du bureau, l'État prend ça comme document de base de recherche de l'argent. On ne peut pas se lever un matin pour dire que l'État dit, bon, on a élection cette année, on met à la disposition 15 milliards. C'est sur la base de quoi? Si même le ministre des Finances veut, il va chez le chef de l'État, je veux que vous me signiez que la CENI a besoin de 15 milliards, qui va refuser. Il faut un budget. Ça va coûter combien? Et ça va coûter combien? Ça devient une préoccupation nationale. Une préoccupation de tous les citoyens. Et quand on parle de budget, les gens croient qu'on a élaboré le budget, c'est pour donner à chaque acteur ou bien à chaque membre de la CENI pour aller bouffer.
On dit qu'on leur a donné 15 milliards. Ouh, ils sont riches cette année. Et on leur donne 6 milliards et 15 milliards. Oh, bravo. Et vous les journalistes, vous commencez par tirer. On a mis à leur disposition 15 milliards. Je vous assure que les 15 milliards sont des projections. Des projections pour pouvoir piler le cycle électoral. Des projections parce que l'argent liquide n'existe pas. La CENI n'a pas les 15 milliards à sa disposition. Les 15 milliards, on dit, si nous pouvons mettre les 15 milliards à leur disposition, ils pourront faire des activités qui pourront nous permettre d'être satisfaits, nous tous. Et ça, on dit bon, ok, nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord, on vous donne pour le moment 5 milliards pour essayer de commencer. Et je vous dis, quand on ne donne pas 5 milliards, ça ne suffit même pas déjà pour faire le recensement. Le recensement seul. Et quand on fait le recensement, c'est quoi? C'est l'identification des électeurs. L'identification des électeurs un à un pour aboutir au nombre d'électeurs compétents et je dirais, non seulement au-delà de compétences, requis pour aller aux élections. Ceux qui ont le droit d'être inscrits. Mais des fois, c'est les réseaux sociaux. Reprenez, on n'a qu'à reprendre comment vous appelez le recensement. Reprenez, ça a été mal fait. On a vu des jeux, des mineurs qui ont été enrôlés. Mais ce que je regrette et je le dis, aucun journaliste n'est allé vers les agents recenseurs pour demander en réalité ce qui s'est passé. Mais les flèches vont directement vers qui? Vous n'allez pas là-bas. Qui dit non? C'est moi qui dis ça. C'est quoi? Oui. On va chez les gens et ne donne pas des informations. Mais moi, on n'a pas dit des informations, vous n'allez pas. Vous ne devez pas aller. C'est toi qui dis ça. Ça te mes amis. Si quelqu'un est allé chez quelqu'un qui ne t'a pas donné l'information, tu donnes l'information. Tu dois noter. Et deux, tu n'as pas eu l'information, tu n'as pas produit l'information, mais tu n'es pas allé chez les membres de la série, mais tu donnes les informations. Voilà. C'est le problème. Quatrième phase, la formation et l'éducation électorale. Vous ne pouvez pas faire une élection sans disposer des agents électoraux de qualité. Les agents électoraux bien formés, les citoyens bien formés. Et je pense que c'est pour atteindre un de ces objectifs que la CENI organise ces assises. Nous devons donner des informations qui permettent aux électeurs d'être bien aguerris, avoir des attitudes citoyennes et qui permettent de se comporter, non seulement parce que on dit ça, les gens croient que nous demandons aux citoyens de se taire pour se soumettre. Mais c'est que quand c'est bon, en période électorale, quand c'est bon, vous dites c'est bon. Si ce n'est pas bon, dites que ce n'est pas bon. On attire votre attention. Parce que le président de la CENI autrichienne a dit, dans un pays qui se veut démocratique, il n'y a pas une activité d'État qui puisse se rassembler ou bien regrouper des gens, concerner les gens, plus qu'un processus électoral. La période électorale, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Et tout le monde a sa part à accomplir. Parce que l'élection, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la CENI que vous n'avez rien à faire. L'élection, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ministre que vous n'avez rien à faire.
Élection, ce n'est pas parce que je ne suis pas là, ça les regarde. Chacun a sa part, sa partie à gérer. Nous gérons les informations, nous gérons l'information envoyée, nous gérons les rumeurs à recevoir, parce que les membres de la CENI, normalement, ils sont au nombre de combien? 17. Si c'est eux celles qui doivent gérer les rumeurs de 8 millions de personnes, je ne suis pas sûr que ça va passer. Il revient aux journalistes de remonter des informations selon les rumeurs qu'ils recueillent au niveau des populations pour les permettre de bien agir. Pour les permettre de bien agir. Je suis sûr que mon frère Magui Nassa ne s'appellera pas à ça parce qu'il va vous dire ce qu'il faut faire. Donc pour la formation, très souvent, je reproche la CENI sur deux choses. Un, on ne prend pas en compte la société civile et les médias dans le renforcement des capacités. Cette année, c'est pas léger au niveau des médias. Parce que c'est des gens qui sont dans la foule et qui vivent avec eux. Ils doivent avoir suffisamment d'informations pour mieux gérer la foule, les rumeurs, les malentendus et remonter. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont signé une convention avec certains journalistes que vous êtes, de les aider à remonter les informations, à renvoyer les informations de la CENI vers la population. Vous voyez, ça vous permettra de remplir votre devoir de citoyen pour que nous tous, nous puissions construire un état de droit, la démocratie. Donc nous souhaitons une démocratie apaisée, c'est ça non? Ou bien équitable. C'est enregistrement et nomination. L'enregistrement des électeurs, on en a parlé, des candidats, c'est la phase, vous êtes en train d'enrouler des candidats. Donc, la loi est stricte là-dessus. On ne peut pas refuser qu'un candidat qui est venu dire que je suis candidat puisse s'enrouler. On prend tous les candidats. Mais ces candidats doivent aussi faire un effort pour remplir les obligations juridiques. On dit que si tu n'as pas de 5 ans, tu ne peux pas être candidat. C'est ça, non? C'est une exclusion positive. On appelle ça discrimination positive, c'est ça, non? Sinon, si on laissait tout le monde, les jeunes, même les 8 millions de Togolais vont dire que nous sommes candidats. Je disais aux jeunes étudiants qu'il y a certains candidats, même quand tu regardes autour de lui, à part lui et sa femme, tu ne connais personne. Mais lui aussi, il fait parce que candidat, tu dois t'auto-évaluer. Si je suis candidat, est-ce que je peux gagner? Mais d'autres sont candidats spécialement pour pouvoir revendiquer demain qu'on va voler. C'est ça. Donc, il faut essayer de catalyser, et c'est ça qui fait qu'on a fixé, la loi a fixé ce que nous appelons les cadrages. Vous venez, mais cette année, il y a quelque chose qui se passe et qui m'intéresse. Il y a quelque chose qui se passe qui m'intéresse. C'est parce que la démocratie exige les discussions. Il faut que vous vous parlez. Il faut qu'on échange. Et c'est ça, par exemple, ce que les partis politiques sont en train de faire au ministère de l'administration populaire. On a fixé un taux. Le taux qu'on fixe, c'est vrai, c'est pour recaler certains. Mais si ça recale trop, la démocratie n'est plus démocratie. Donc, ils sont allés en discussion
Il semble qu'on va revoir les... On a revu aujourd'hui. C'est pas bien. 300 000. 300 000. Donc je suis candidat. Si c'est 300 000, je vais être candidat. Bien. Donc, ça, vous voyez des discussions. Sur la base des discussions, il y a eu quand même, je dis bien quand même, un consensus. Parce que les 300 000, ce n'est pas facilement trouvable pour tout le monde. Mais c'est mieux. Parce que mais c'est les femmes qu'on a dit, on est aux femmes qu'on a diminué. Moitié non? Ouais. Donc si tu sais que ta femme en a, il faut lui demander de t'aider. La phase 6. La phase 6. La campagne électorale. La campagne électorale, c'est la période la plus sensible. La période de la campagne électorale, c'est la période la plus sensible. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un s'est débrouillé, il a signé, il faut trouver 300 000 individus pour être candidat. Et c'est la période où les journalistes vont commencer par les cisailler, taper sur lui. Mon ami, il devient très, c'est un chien méchant. Puis le que je perds. Parce que pour le garantir, l'État a décidé tout pour 7%, on va faire rembourser ça maintenant. Maintenant, tu l'État ne pas trouver 5%. Tu vas être content. Donc voilà, ça, c'est des étapes qui doivent retenir votre attention. Mais en tant que journaliste, avec qui la CENI a signé des conventions, vous devez faire en sorte que les informations que vous devez envoyer soient des informations, je dirais, sur la base de décisions prises par la CENI. C'est les décisions prises par la CENI que tu envoies. Mais si tu sais que toi tu n'es pas dans cette logique, moi je pense que ce n'est pas la peine. Que tu vas imaginer chez eux, et tu dois tous les insulter, tu déforces leur information, ils ne vont pas être contents. Donc, la campagne aussi, c'est la situation de la campagne de la déontologie journalistique. Il faut partager les informations de façon équitable. Ne pas les médias de ta seule. La loi congolaise a réglementé ce que chaque journaliste doit faire. Vous avez fait quoi? Il faut interpeller les partis politiques et les candidats dans l'affichage. Les affichages. Parce que moi je vois, on n'affiche pas le lieu réservé pour l'affichage. Des fois, certaines maisons, si tu as une maison, regarde à toi, si tu as la marchande, si ta maison est au bord de la route, tu te réveilles, tout est déjà devenu un tableau. Et si jamais tu sors, tu touches, tu as failli à la loi. Ce n'est pas toi qui t'as touché. Tu interpelles les oppositions. Libérez-moi ma maison. Mais c'est ça. Bien. Mettre en place des organisations de gestion sincères. Vous voyez, parce que des fois, quand on parle de CENI, les gens croient que on a créé CENI, c'est pour. En fait, la CENI, c'est un organe créé par la volonté politique, mais sur les revendications des groupes politiques. Parce que
Une CENI permet de rassurer les uns et les autres. Comme le président exactement avait dit à 30 ans, on a dit on veut avoir une commission électorale dans l'indépendance. Qui dit elle sera indépendante vis-à-vis de qui? Et on a dit elle sera indépendante vis-à-vis des hommes politiques. Et dit comment vous allez les trouver? Vous allez vous poser comment? Nous avons dit que FPT va avoir 5 ans. PFC va avoir 2. Le CAD va avoir 2. PDR va avoir 2. On a dit que c'est arrêté. N'est-ce pas? Comment vous pouvez me dire que les 5 de FPT vont être indépendants de moi? Et comment vous pouvez expliquer que les 2 de l'UFC vont être indépendants des J+? Comment vous pouvez me dire que toi, à Gouiro, les 2 là vont être indépendants de toi? Il vaut mieux dire que nous voulons mettre sur pied un organe qui permettra à ce que chacun ait son œil devant. Si les gens ont des représentants de travail, chacun va voir et aller raconter ce que son parti veut. Maintenant, si vous me dites qu'il sera indépendant, vous mentez. Mais arrêtez de faire. On lui donne raison. Aujourd'hui, vous n'avez pas de CENI. C'est le nom qui est indépendant. Mais chacun retourne dans sa base. C'est-à-dire qu'il y a des petits conflits. On dit nous allons retourner à la base. La base, c'est où? Donc, soyez moins sévères contre eux. Mais, analysez les faits et vous allez... Parce que si vous n'êtes pas dedans, vous allez être très critique. Mais le jour qu'on vous sélectionne pour être là-bas, ah, vous allez comprendre. Hein? Donc, voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous. Ces éléments doivent retenir votre attention. Mais ce que je voudrais, en résumé, vous dire, le Togo, c'est notre pays. Quand il est beau, ils sont fiers. Et quand il va mal, nous tous nous prenons que ça va mal. C'est comme nous avons dit. Les Togolais aiment dire que tu dis comment ça va? Il dit oh la Togolaise. Et je demande la Togolaise c'est quoi? Ça va bien ou bien ça va mal? Alors, si c'est très mal, c'est là que nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ça va mal. Pourquoi? Donc c'est une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée. Mais la vigilance des uns et des autres nous permettront d'avancer dans un pays que nous-mêmes nous allons juger démocratique et prospère. Parce que c'est le développement de ce pays que nous souhaitons. Mais nous pouvons interpeller ceux qui sont les brebis égarés, comme on le disait avant. Si je ne fais pas bien, n'hésitez pas à me dire que ce que je suis en train de faire, c'est comment. Les reproches, sans bruit, le mental de l'énergie. Quand tu me reproches, mais tu reproches moi de façon, je ne peux pas dire décivilisée, de façon respectueuse. Même ton enfant à la maison, quand tu viens lui dire que il ne faut pas ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est plus facile à écouter que peut-être à changer. Mais quand tu dis, quand tu fais comme un sauvage, ton ami, tu vas te montrer qu'il est sauvage. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'espère qu'en gouvernance électorale,
Ainsi pour le développement quand même de ce cycle électoral en si peu de temps. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour rester dans le temps. Je commence par résumer, si je peux, vos propos en disant que d'entrée, vous avez situé votre communication comme un rendez-vous de donner et de recevoir. Dans ce sens où vous n'êtes pas seul dépositaire de connaissances en matière de cycle électoral. Vous avez pu nous situer par rapport aux différentes phases du cycle électoral, à savoir la phase préélectorale, électorale et post-électorale. Mais dans votre développement, vous avez commencé par la phase post-électorale, avec l'audit du processus précédent, le renforcement de capacité des membres de l'organe de gestion, la révision du cadre juridique, dont le code électoral. Vous avez abordé la deuxième phase, qui est la phase préélectorale, par la mise en place des programmes, du budget des élections, le recensement électoral, la formation des agents électoraux, la formation des médias et de la société civile. Et vous avez terminé par la phase électorale qui commence par la convocation du corps électoral, la campagne électorale, en donnant encore des informations, en demandant aux journalistes de donner, surtout dans cette phase sensible, des informations justes. Et dans votre développement, vous avez fait cas d'un sujet qui était l'objet de questionnement ce matin, à savoir pourquoi nous avons une CENI politique et non une CENI indépendante. Et je pense que M. le ministre Tchao a eu quand même à donner des éléments de réponse. Votre réponse vient à point nommé pour dire qui mieux que les politiques pour être dans la commission électorale et dire exactement ce qui se passe. En fait, en réalité, lorsque vous êtes dans une commission électorale, lorsque vous êtes dans un climat politique où il y a un manque de confiance entre les acteurs politiques, on met en place une commission électorale politique parce qu'ils sont plus concernés, ils s'organisent entre eux pour que les élections soient acceptées. Mais lorsque nous rentrons dans un climat apaisé où les politiques se font confiance, on met en place à ce moment des acteurs techniquement outillés qui généralement sont de la société civile pour conduire le processus électoral. Et je pense que cette question vient ouvrir d'autres questions sur la communication de tout à l'heure. Je voudrais, avant d'ouvrir la liste des questions, féliciter encore une fois de plus le ministre pour sa communication à travers un banc que je demande. Nous allons ouvrir une liste de 5 questions. Suivez s'il vous plaît. Motion. On va demander au modérateur si la motion passe. Je saurais refuser sa motion, mais on va l'écouter. Oui, moi j'aurais quand même proposé la deuxième communication que la dernière et alors on fait parler les Est-ce que ça vous agrée? Si c'est les participants.